Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Parlons d'une rencontre à enjeu élevé dans un lieu neutre qui a eu lieu. Biden et le président russe Vladimir Poutine se sont affrontés à Genève, en Suisse. Les militants pacifistes manifestaient sur le lac de Genève quelques heures avant le sommet Biden-Poutine. Genève se réveillait avec des véhicules blindés dans les rues avant la rencontre Biden-Poutine, mais les deux parties disent qu'elles examinaient les domaines de coopération possibles tels que l'Afghanistan, l'accord nucléaire iranien, le contrôle des armes et l'environnement. Une autre question clé était la cybersécurité. Le FBI a déclaré au début du mois qu'il enquêtait sur une centaine de types différents de ransomware. Les deux plus importantes attaques récentes contre l'entreprise d'emballage de viande JBS et le plus grand pipeline des États-Unis, Colonial Pipeline, ont mis les risques de cybersécurité au premier plan. Les deux attaques ont été attribuées à un groupe de pirates informatiques liés à la Russie, mais Poutine a riposté en disant « Où est la preuve ? Où est la preuve ?» Les autres points de désaccord portent sur l'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'ingérence dans les élections et le traitement réservé par Poutine à son rival politique. Biden estime qu'il est important de préciser clairement où se trouvent les lignes rouges. La Maison-Blanche et le Kremlin ont tous deux minimisé les attentes. Le porte-parole de Poutine a déclaré que les discussions ne sont pas faciles. Ils ont également tenu beaucoup de conférences de presse en solo. Cela contraste avec l'ancien président Trump qui a tenu une conférence de presse conjointe avec Poutine en 2018. Biden a fait face à des réactions négatives plus tôt cette semaine pour avoir offert à Poutine quelques éloges après l'avoir qualifié de tueur il y a quelques mois. Il a dit, je cite, « Il est, comme on dit quand on jouait au ballon, un adversaire de taille. » Fin de citation. Parmi les autres présidents américains, M. Poutine a rencontré au fil des ans Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Les relations ont été glaciales entre les deux parties. M. Biden a récemment déclaré qu'il était d'accord avec M. Poutine pour dire que les relations entre eux étaient au plus bas. M. Biden a récemment déclaré que les États-Unis ne souhaitaient pas un conflit avec la Russie. Et les deux nations peuvent essayer de parvenir à des accords sur certaines questions clés telles que la cybersécurité. M. Poutine affirme qu'il existe des domaines d'intérêt mutuel comme la stabilité stratégique, les conflits régionaux et la protection de l'environnement. Les relations personnelles entre les deux dirigeants, Biden traitant Poutine de tueur et Poutine répondant en défiant Biden dans un débat, ils ont récemment commencé à expulser les diplomates de l'autre. Les deux parties se sont affrontées diplomatiquement au sujet du renforcement militaire de la Russie à la frontière de l'Ukraine et dans l'Arctique. Les États-Unis accusent la Russie de soutenir les pirates informatiques qui attaquent l'infrastructure informatique américaine et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux désaccords entre les deux pays. Les relations se détériorent depuis des années, notamment avec l'annexion par la Russie de la Crimée à l'Ukraine en 2014 et son intervention en Syrie en 2015. Revenons maintenant aux États-Unis. Un juge fédéral, le juge du district américain Terry Doughty, en Louisiane, bloque la suspension des nouveaux baux pétroliers et gaz de Biden sur les terres et les eaux fédérales. Cette décision donne du temps supplémentaire à un procès de 13 États mené par le procureur général républicain de la Louisiane, Jeff Landry. M. Landry a qualifié cette victoire de victoire non seulement de l'état de droit, mais aussi de milliers de travailleurs qui produisent une énergie abordable pour les Américains. Cela signifie que le projet de Biden de suspendre les nouvelles locations de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales est stoppé pour le moment. L'action en justice allègue que l'administration Biden a violé les dispositions de la loi sur la procédure administrative, APA. Elle accuse également Biden d'avoir outrepassé les pouvoirs que lui confère la section 208 de l'ordre exécutif 14008. Biden a signé en effet ce décret le premier jour de son mandat. Il stipule que le gouvernement fédéral doit faire progresser la justice environnementale et, entre autres efforts, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience face aux impacts du changement climatique. Mais l'action en justice soutient que M. Biden a outrepassé ses droits, affirmant que l'administration a sauté des étapes clés telles que les périodes de commentaires et autres étapes bureaucratiques requises. Ils affirment également que la décision coûterait de l'argent et des emplois aux États.
C'est une position partagée par le juge qui a déclaré dans un mémo que les déclarations des États plaignants sont substantielles, des millions voire des milliards de dollars sont en jeu, ajoutant que le financement du gouvernement local, les emplois des travailleurs de l'État demandeur et les fonds pour la restauration du littoral de la Louisiane sont en jeu. Les États plaignants ont un intérêt légitime dans les produits dérivés des ventes de concessionnaires pétrolières et gazières en mer et sur la terre. Le juge a donc déclaré que l'administration Biden n'a pas fourni de justification suffisante pour sa décision en imposant le moratoire. Le juge a écrit, je cite, « L'omission de toute explication rationnelle dans l'annulation des ventes de baux et dans l'adoption de la pause conduit cette Cour à décider que les États plaignants ont également une probabilité substantielle de succès sur le fond de cette plainte. » Fin de citation. Et nous avons 13 autres États qui ont rejoint la Louisiane dans ce procès. Ce sont les suivants, l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Géorgie, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l'Oklahoma, le Texas, l'Utah, la Virginie occidentale. L'action en justice stipule, conformément à ces lois, le ministère de l'Intérieur a pendant des décennies délivré des baux pour l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur les terres publiques et dans les eaux offshore. Les procureurs généraux républicains demandent l'annulation du mémo de Biden du 27 janvier. C'est à cette date que Biden a signé ses décrets sur le changement climatique. Quelques jours après avoir signé ces mesures radicales, Biden et son administration faisaient déjà face à un procès. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a demandé à toutes les agences de l'État de poursuivre l'administration Biden pour toute action fédérale menaçant le secteur énergétique de l'État de l'étoile unique. M. Abbott a promis de s'opposer à ce qu'il appelle la tentative de l'administration Biden de détruire des emplois avec sa volée d'actions visant l'industrie pétrolière et gazière. 4 représentants démocrates du Texas ont également demandé à M. Biden d'annuler sa nouvelle interdiction fédérale de location d'énergie à ce moment-là. Ils affirment que son plan supprimerait des emplois, réduirait la production économique et nuirait à la communauté. Ils ajoutent qu'il affaiblirait la sécurité nationale des États-Unis. En effet, l'interdiction des futures concessions de pétrole et de gaz obligerait les États-Unis à importer des minéraux de terres rares de pays étrangers. Passons maintenant au débat sur les masques et les vaccins. Les collèges publics de l'Arizona ne pourront plus exiger des étudiants qu'ils se fassent vacciner contre le Covid. Le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, a signé mardi un décret interdisant à ces écoles de le faire. Le décret interdit à tous les collèges publics et communautaires de l'État d'exiger le vaccin, la preuve de la vaccination, le dépistage obligatoire du vaccin et le port du masque comme condition pour que les étudiants puissent assister aux cours. Il existe des exceptions pour les étudiants travaillant dans des centres de soins de santé et les universités ne peuvent procéder à un dépistage obligatoire du virus qu'en cas d'épidémie grave dans un dortoir d'étudiants et si le département de la santé de l'Arizona l'approuve. Le gouverneur dit que son État ne rendra pas le vaccin obligatoire. Cette décision intervient un jour après que l'Arizona State University ait annoncé des traitements différents pour les étudiants vaccinés et non vaccinés. L'école va exiger des étudiants non vaccinés qu'ils se soumettent à des contrôles de santé quotidiens, à des tests de dépistage du virus 2 fois par semaine et qu'ils portent un masque à l'intérieur comme à l'extérieur du campus. Ducey a critiqué la politique de cette école, la qualifiant d'ingénierie sociale à son pire niveau. Il a également critiqué l'école dans le décret, affirmant que l'école tentait d'usurper l'autorité constitutionnelle du gouvernement de l'État. Et quant à ceux qui veulent se faire vacciner, près de 900 personnes ont reçu des vaccins périmés lors d'un événement à New York au début du mois. Le département de la santé de la ville de New York confirme que 899 personnes ont reçu des vaccins périmés Pfizer. L'incident s'est produit lors d'un événement à Times Square à New York entre le 5 et le 10 juin. Les autorités sanitaires affirment avoir contacté les personnes qui ont reçu les vaccins périmés et leur ont conseillé de prévoir une autre injection. Un porte-parole du département de la santé de la ville de New York a déclaré aux médias qu'ils avaient communiqué avec Pfizer et qu'il n'y avait aucun risque pour la sécurité des patients selon eux.
mais ils ne peuvent pas garantir que les vaccins périmés seront efficaces. Les doses défectueuses ont été administrées par ATC, Vaccination Service. Selon l'Associated Press, ATC a publié une déclaration affirmant également que le vaccin défectueux ne présente aucun danger en soi et s'excusant pour le désagrément. Le New York Post a rapporté que l'ATC a envoyé un courriel aux patients pour leur dire qu'ils pouvaient se faire vacciner à nouveau immédiatement. Le bureau du maire Bill de Blasio a annoncé avoir remplacé ATC par un autre opérateur sur le site de vaccination de Times Square. Le site propose toujours des vaccinations sur rendez-vous et sans rendez-vous. Et avec tout cela, pour ceux qui hésitent encore, la Californie annonce des millions de dollars de récompenses pour se faire vacciner. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a annoncé un nouveau cadeau, 6 forfaits voyage pour les résidents vaccinés. Pour être éligibles, les résidents doivent être partiellement ou totalement vaccinés. Les 6 gagnants peuvent emmener jusqu'à 4 personnes chacun à Los Angeles, San Diego, San Francisco et Rancho Mirage. Ce que la Californie a déjà fait. 30 résidents vaccinés ont gagné chacun 50 000 $ et ceux qui ont reçu leur première dose peuvent également obtenir une carte cadeau d'épicerie de 50 $. Selon M. Newsom, 72% des habitants de l'État avaient reçu au moins une dose de vaccin. Cette annonce intervient alors que la Californie a annoncé que les masques sont toujours obligatoires pour tous dans certains contextes, mais également dans les transports en commun, les écoles et les hôpitaux. Quant aux personnes non vaccinées, l'État indique qu'elles doivent porter des masques dans les restaurants et les autres lieux publics intérieurs tels que les entreprises et les bâtiments gouvernementaux. Les exploitants des entreprises ont été informés qu'ils pouvaient fournir des informations aux clients et rien de plus, mettre en place une vérification des vaccins pour déterminer quelle personne doit porter un masque ou exiger que tous les clients portent un masque. Certains efforts soutenus par le département de la santé publique de Californie consistent à permettre aux gens de présenter une preuve de vaccination. Le gouverneur Newsom nie qu'il s'agit d'un passeport vaccinal. Il déclare que nous avons fait quelque chose qui vous donnera la possibilité d'avoir une version électronique de votre version papier de vaccination. Et nous l'annoncerons plus tard dans la semaine. Il ajoute « Mais ce n'est pas un passeport, ce n'est pas une obligation, c'est juste une possibilité maintenant d'avoir une version électronique de cette version papier. » Il insiste sur le fait que c'est volontaire, ajoutant qu'il n'y a pas d'obligation, pas d'exigence, pas de passeport à cet égard. Il ajoute en disant que si une entreprise privée avec sa liberté de choix et de décision, c'est ce qu'est une libre entreprise, prend une décision en rapport avec ce choix, nous chercherons à soutenir ces efforts et à moderniser les opportunités et nous ferons très prochainement des annonces dans ce domaine. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.